Bonjour à tous. Sommes-nous responsables de notre malheur ou dépendons-nous d'élites malveillantes? Portons-nous la responsabilité de notre destin collectif ou sommes-nous les éternelles victimes de nos dirigeants, ces bourreaux psychopathes et sans scrupules? Le citoyen moyen a tendance à penser que tout est de la faute des politiques, des dirigeants, des responsables, que le peuple est une entité innocente sur laquelle s'exerce le pouvoir, et qu'en général, le citoyen a toujours raison, et lorsque les choses tournent mal, il n'est responsable de rien. Mais c'est là une vision bien naïve des choses. L'histoire des pays, des peuples et des nations nous prouve qu'il existe ce que l'on pourrait appeler une ADN des peuples, une identité collective déterminant le destin des nations, un ensemble de traits culturels, historiques, psychologiques et comportementaux propres à chaque peuple. Un concept selon lequel certaines nations s'en sortent mieux que d'autres. Certains peuples semblent prendre de meilleures décisions que d'autres. Pourquoi ? Pourquoi, par exemple, le Suisse et le Danois semblent-ils accepter les réformes et les changements alors que le français, le grec, l'espagnol, l'italien y résistent en enchaînant grèves, manifestations et appels au boycott à la moindre réforme? Pourquoi les peuples d'Europe du Sud paraissent-ils bloqués, sclérosés, enlisés dans le passé, alors que les Nordiques semblent plus ouverts à la réforme, quelle qu'elle soit? Et cela s'applique même à la religion. Le protestantisme et les réformateurs de l'Église sont en écrasante majorité des Nordiques, Allemands et Néerlandais descendants des barbares, ces mêmes barbares qui ont résisté à l'Empire romain. Même le réformateur français Jean Calvin a eu plus d'influence en Suisse, aux Pays-Bas, en Écosse et en Amérique du Nord qu'en France, sa propre nation. Et d'ailleurs, le sort réservé aux réformateurs protestants en France a été tragique. L'histoire de la réforme protestante finit quand même en France par le massacre de la Saint-Barthélemy, massacre au cours duquel on estime entre 10 000 et 30 000 protestants massacrés, tués par des catholiques en quelques semaines à travers le pays. Et la vision que je souhaite apporter aujourd'hui est peu populaire, car elle place l'individu face à ses responsabilités, face à ses propres erreurs et à son incompétence. Une vision qui va à l'encontre de l'idée du peuple victime. Car non, le peuple n'est pas une victime. Il est même maître et acteur de son destin. Ce qui m'a inspiré ce sujet est un passage du livre Basic Economics, Économie basique de Thomas Sowell, dans lequel il parle du cas de la France et de la façon dont les Français ont empêché la mise en œuvre d'une mesure de bon sens visant à donner du travail aux jeunes. Dans l'un de ses chapitres, Sowell évoque l'épisode du contrat première embauche mis en place par le gouvernement Villepin en 2006. Alors que le chômage des 18-25 ans atteignait des records, 22% à cette époque, le gouvernement a tenté de s'attaquer au contrat de travail rigide à la française, qui fait que les employeurs ont peur d'embaucher des jeunes sans expérience, car il est compliqué, dans la législation française, de licencier si les choses tournent mal. Et le deal avec les potentiels employeurs était le suivant. Mettre en place un contrat destiné aux moins de 26 ans. Ce contrat était un CDI, réservé aux moyennes et grandes entreprises, donc plus de 20 salariés, et pour encourager les entreprises à embaucher, ce contrat prévoyait une période d'essai de 2 ans. En clair, l'employeur pouvait licencier à tout moment durant les 2 premières années, et c'est justement cela qui a provoqué la révolte. En contrepartie, par contre, en cas de licenciement, l'entreprise devait verser des aides à l'insertion et des allocations de formation si elle rompait le contrat avant l'échéance des 2 ans. Cette mesure proposée par le gouvernement de Villepin avait suscité à l'époque un immense tollé, des manifestations d'étudiants, de syndicats, des débats interminables sur les plateaux télé. Résultat, cette mesure n'a jamais été mise en place et le chômage des jeunes est aujourd'hui aussi élevé qu'il l'était à l'époque, environ 20%. Et Thomas Sowell, dans son livre, pose cette question simple. Pourquoi ? Pourquoi, dans une situation catastrophique, 22% de chômage chez les jeunes, bloque-t-on la mise en œuvre d'un contrat
qui, même s'il n'est pas parfait, même si cette période d'essai de 2 ans paraît excessive, pourquoi on a bloqué un contrat qui proposait au moins quelque chose? Parce que le problème du contrat de travail à la française, c'est sa rigidité. C'est un contrat qui n'encourage pas la prise de risque. Parce que autant une entreprise n'a aucun mal à embaucher un cadre avec un CV long comme le bras qui a de l'expérience, autant embaucher un jeune de 20 ans qui n'a jamais travaillé de sa vie représente un risque. Ça fait peur. Une entreprise se dit, ce gamin qui n'a jamais travaillé, je ne sais même pas s'il est capable de se lever le matin, je ne sais même pas s'il est capable de respecter des horaires, je ne sais même pas s'il est capable de respecter une discipline basique. Voilà pourquoi l'embauche du jeune fait peur. Et l'emploi le plus difficile à obtenir, en général, c'est le premier. Une fois que tu as un CV, une fois que tu as déjà bossé, tu as un peu débloqué ta situation. Ton potentiel employeur voit que tu as déjà travaillé et il se dit, lui au moins, il a déjà été dans une situation de travail dans une entreprise. Je sais qu'il est au moins capable de se lever. Je sais qu'il est au moins capable de faire quelque chose. Et l'idée de ce contrat, c'était justement de débloquer la situation du premier embauche, d'où son nom, contrat première embauche, qui ne concernait que les moins de 26 ans. C'est-à-dire la population la plus touchée par le chômage. Aujourd'hui, le sujet pour un jeune, c'est pas de savoir si la période d'essai est de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. La question, c'est de commencer à bosser, c'est de lui donner sa chance, de le laisser au moins faire 2 mois, 3 mois, 6 mois dans une entreprise, qu'il ait au moins une expérience de travail quelque part. La question de la période d'essai de 2 ans, on s'en fout. Le gamin est au chômage. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il ne branle rien, qu'il vit chez ses parents. On s'en branle que la période d'essai soit de 2 ans, laissez-le bosser. C'est pour ça que la manif, le tortillage de cul des syndics, des étudiants, est complètement insignifiant. La pleurniche au sujet de la période d'essai. Ah, mais la période d'essai de 2 ans, c'est inacceptable, c'est de l'esclavage. Le gamin ne bosse pas. Il a 25 ans, il vit encore chez ses parents. Laisse-le tenter sa chance. Qu'est-ce qui te dérange? Même si la période d'essai est de 10 ans, qu'est-ce qui te fait chier? C'est pour mettre le pied à l'étrier. On sait que le gamin ne va pas passer toute sa vie dans cette entreprise. On s'en branle que la période d'essai soit d'1 an, de 2 ans. Laisse-le juste entrer, mettre le pied dans une entreprise. Et en général, quand ça se passe bien, tu ne te fais pas virer. Que la période d'essai soit de 3 mois, 6 mois, 1 an. Quand tu fais le taf, quand ton employeur est satisfait de ton travail, quand il a du travail, en général, tu ne te fais pas virer. Vous croyez vraiment que les employeurs se lèvent le matin en se disant « Comment je vais licencier ?» Vous croyez vraiment que la première question que se pose l'employeur en se levant le matin, c'est « Comment je vais le virer? Comment je vais le licencier ?» Il y a plein de pays où les contrats de travail ne valent rien. En Angleterre, le contrat de travail ne vaut rien, tu te fais dégager comme une merde. Aux États-Unis, le contrat de travail ne vaut rien, tu te fais dégager comme une merde un matin, tu prends ton carton et tu dégages. Est-ce que vous croyez que les gens aux États-Unis se font licencier constamment? Au contraire, on a du mal à embaucher aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui compte, c'est pas le contrat de travail, c'est le plein emploi. En situation de plein emploi, on s'en branle du contrat de travail. Il y aura du boulot et il y aura du boulot pour tout le monde. À cause des manifs et à cause du blocage, aujourd'hui en France, quelle est la situation? Et dans beaucoup de pays d'Europe du Sud. Voici la situation. On a des contrats de travail incroyablement solides. Une fois que tu as signé le contrat pour licencier le gars, bon courage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Ces contrats, on ne les signe pas. On a des contrats de travail géniaux, mais on n'a pas de travail. Il sert à quoi le contrat de travail quand il n'y a pas de boulot? Dans une situation de chômage généralisé, il sert à quoi ton contrat de travail à la française? Il n'y a pas de boulot. Tu peux t'essuyer le cul avec ton contrat si tu as envie, il n'y a pas de taf. Et l'idée de ce contrat de travail, ce contrat qui ne s'adressait qu'aux moins de 26 ans ou qui ne concernait que les moins de 26 ans, c'était de dire aux entreprises « Ok, vous avez peur d'embaucher. Le code du travail français est une usine à gaz, les contrats à la française sont une usine à gaz.
Et il est normal que vous ayez peur d'embaucher. Voilà ce qu'on vous propose. Jouez le jeu, mettez les jeunes au travail, embauchez, n'ayez pas peur d'embaucher, faites-les rentrer dans vos entreprises, et en échange, on vous soulage de la contrainte, des prud'hommes, de la juridiction, de la réglementation extrêmement compliquée du Code du travail à la française. C'était ça le contrat. C'était de dire aux employeurs, jouez le jeu et on vous fout la paix. Jouez le jeu et on vous soulage sur votre plus grande peur, c'est-à-dire ne pas pouvoir licencier s'il y a moins de boulot, si le candidat ne fait pas l'affaire. Mais comme vous le savez, ce contrat n'a jamais été mis en place. Le contrat première embauche n'a jamais été mis en place en France. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Le statu quo, en l'absence de contrats plus souples, d'une législation plus souple, eh bien l'embauche des jeunes pose toujours autant de problèmes. Les CDD se multiplient, les contrats à durée déterminée, on les renouvelle 2 fois, qui est la durée légale maximum, et puis on laisse partir le candidat parce qu'on a peur de lui faire un CDI. Les stages payés au lance-pierre se multiplient, alors qu'en réalité, pour beaucoup, ce sont des emplois déguisés. Pendant mes stages en agence d'architecture en France, je faisais quasiment le travail d'un architecte. Je déposais des permis de construire, je faisais des plans, des dessins, des pièces écrites, et j'étais payé 300 € par mois, qui n'était pas vraiment un salaire, c'est une compensation de stage, un dédommagement. Mais t'as plein de jeunes dans cette situation. Ils sont en stage parce qu'on ne peut pas les embaucher, mais pendant leur stage, ils font le boulot d'un salarié. Voilà ce qu'a créé ce blocage. Sous couvert de protéger le jeune salarié, on l'a précarisé. Et ce que dit Thomas Sowell est très important. Ce qu'il dit, c'est que l'excès de régulation et de protection est mauvais pour l'emploi, contrairement à ce que prétendent les gauchistes et l'idéologie de gauche et les partis de gauche. C'est mauvais pour l'emploi. Plus le contrat de travail est complexe et rigide, plus le chômage est élevé. Exemple, l'Espagne, qui a l'un des droits du travail les plus rigides en Europe. Taux de chômage général en Espagne, 11%. La France, mondialement connue pour son code du travail kafkaïen. Taux de chômage, 7,4%. Là, on parle du taux de chômage général, pas chez les jeunes. Chez les jeunes, il est toujours de 20 ou 22%. La Suisse, par contre, la Suisse qui a l'une des législations du travail les plus flexibles et les plus libérales d'Europe. Vous savez quel est le taux de chômage? 2,3%. Gardez ça en tête. L'Espagne, législation hyper complexe, un droit du travail très protecteur pour le salarié, 11% de chômage. La Suisse, les contrats de travail les plus libéraux et les plus flexibles en Europe. Taux de chômage, 2,3%. Plus la législation est compliquée, plus le taux de chômage est élevé. Résultat, des milliers de Français traversent chaque jour la frontière pour aller travailler en Suisse. Vous savez combien de Suisses viennent travailler en France? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Ou alors, pour faire une expérience sociale sur YouTube, je vais travailler en France. Pour un Suisse, rentrer en France, c'est un épisode de Borat au Kazakhstan. C'est le tiers-monde. Et pour illustrer l'ampleur des dégâts, pour que vous puissiez comprendre de quel niveau de complexité on parle lorsqu'on dit que le code du travail français est compliqué, mettez le code du travail suisse à côté du code du travail français. Juxtaposez les deux. Le code du travail français fait 3600 pages, 8000 articles de loi. Le code du travail suisse, en revanche, fait 200 pages. C'est un livret. Et il y a environ une centaine d'articles, à peine. Plus souple, plus libéral aussi le code du travail suisse par rapport au code français. Et cela se voit d'abord dans les écrits. À droite, le code du travail français, 3600 pages, 1,5 kg de loi pour encadrer les relations entre employeurs et employés. Puis à gauche, la version suisse, à peine 200 pages et en comparaison, presque un fascicule. Avec ces 2 exemplaires, nous nous sommes rendus dans cette société d'optique. Daniel Maury en est le PDG, il emploie 900 salariés. Là, je vois de la simplicité, de la flexibilité, et je vois un carcan et une complexité qui, pour un entrepreneur, est insurmontable.
Plus de 8000 articles de loi en France contre une centaine en Suisse qui définissent les amplitudes horaires maximum, l'âge légal de départ à la retraite, 65 ans pour les hommes, 64 pour les femmes. En revanche, pas de SMIC et liberté absolue de licencier sans motif justifié. Pour Daniel Maury, le système fonctionne. En Suisse, on a 3% de chômage et en France, vous avez 10% de chômage. Donc voilà, moi je pense qu'un des éléments clés de ce taux de chômage très bas, évidemment, c'est cette flexibilité, cette liberté contractuelle. Une liberté malgré tout encadrée par des conventions collectives ou des accords par secteur d'activité négociés avec les syndicats. Ici, les employés travaillent 42 heures par semaine pour 3 500 € minimum par mois, 4 semaines de vacances et 5 après 10 ans d'ancienneté. Et la raison de cette différence, vous la connaissez. Elle est dans l'ADN des peuples dont on a parlé. Le Suisse, contrairement au Français, déteste la bureaucratie, la paperasse, les syndics, les vieux poussiéreux qui empilent les lois. Le Suisse a une ADN de libéral authentique. Cet ADN est rare en France. Il y a des libéraux en France, il y a des libéraux authentiques, mais ils sont rares. Et au final, qu'ont fait tous ces gens qui ont manifesté en 2006 ? Tous ces étudiants qui sont sortis dans la rue, tous ces syndicats, tout ce bruit qu'on a fait sur les plateaux télé, ça a servi à quoi tout ça ? Ça n'a servi qu'à une chose, maintenir le taux de chômage des jeunes à 20%. Voilà ce que vous avez fait les gars. Bravo. Grâce à vos manifs, il y a toujours 20% de taux de chômage chez les jeunes. Bravo. Continuez comme ça. Et c'est là que ça rejoint ce que je disais au début de ce podcast. Le peuple n'a pas toujours raison. Il arrive que le peuple se trompe. Cette attitude rigide du français moyen face au changement est une erreur que paieront les générations futures. Avec cette mentalité du non, non à la réforme du Code du travail, non aux réformes des retraites, on condamne le pays à la sclérose et à la mort économique. Et sur ce coup-là, il n'y a pas d'excuses à chercher. Ce ne sont ni les élites, ni les politiques, ni l'oligarchie, ni les Rothschild, ni les sionistes, ni toutes ces théories conspirationnistes à la con au sujet de nos dirigeants. Sur ce thème particulier des retraites, du travail des jeunes, du contrat première embauche, c'est le peuple lui-même, tout seul, qui s'est tiré une balle dans le pied. Les politiques, pour le coup, ont proposé quelque chose. C'est le peuple tout seul qui a dit non, qui est récalcitrant à la réforme. Ne cherchez aucune autre excuse. Le Suisse, tu lui mets en face une réforme du Code du travail, une réforme des retraites, il accepte. Tu fais la même chose avec le Français, il refuse. Il ne cherche pas à comprendre les raisons, il refuse, tout simplement. Le peuple seul face à son incompétence et à sa connerie. Et la réponse à la question « Arrive-t-il au peuple de se tromper à certaines occasions ?» La réponse est oui. Oui, le peuple se trompe lorsqu'il est sorti manifester contre un contrat qui faciliterait l'embauche des jeunes. Oui, le peuple se trompe lorsqu'il sort manifester contre la réforme des retraites. Oui, le peuple s'est trompé lorsqu'il est sorti massacrer près de 30 000 protestants dans les rues de France en 1572. Oui, historiquement, le peuple a fait des erreurs. Le peuple n'est pas ce gentil, naïf, éternelle victime sur lequel s'exerce le pouvoir. Le peuple, à certaines occasions, est aussi responsable de sa misère. Il est aussi acteur de sa propre misère. Et la raison est que le peuple ne sait pas toujours tout. Il y a des cas sur lesquels on doit reconnaître notre incompétence. Par exemple, sur la réforme des retraites. Les gens sortent manifester en disant non. Mais on fait comment ? C'est pas tout de dire non. Il y aura bientôt plus personne pour payer les retraites. On a choisi un système pyramidal, un Ponzi de retraite par répartition. C'est un Ponzi qui fonctionnait tant qu'on avait une base jeune, large. Les nouveaux entrants étaient supérieurs à ceux présents dans la pyramide. Ceux qui contribuent à ce système pyramidal de la retraite par répartition étaient plus nombreux que ceux qui en bénéficiaient, plus nombreux que les retraités. En 1980, on avait 3,2 actifs pour un retraité. Le système fonctionnait. En 2024, on a 1,7 actifs pour un retraité.
En 2030, on aura 1,5 actifs pour un retraité. En 2050, on aura 1,3 actifs pour un retraité. Et à ce rythme, on arrivera bientôt à un actif pour un retraité. Une personne qui travaille pour une personne à la retraite. Et ça, c'est des sources INSEE et des sources du Conseil d'orientation des retraites. On fait comment? C'est de l'arithmétique. Les gens sont allés à l'école, ils savent compter. C'est de l'arithmétique. Comment, face à ces chiffres, tu peux sortir manifester contre la réforme? Comment? Il se passe quoi dans ta tête? Et même la réforme des retraites ne suffit pas. Prolonger l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne suffira pas à régler ce problème. L'âge du départ à la retraite est déjà de 67 ans dans la majorité des pays développés. Et ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'ils sont tous passés à la retraite par capitalisation. Vous manifestez, mais vous n'avez pas de solution. Vous dites non, mais vous n'avez aucune solution. Et l'expression qui résume le mieux cette situation est la suivante. L'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai même l'impression que cette expression a été inventée pour la gauche. Cette expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions, a été inventée pour décrire la gauche. Le discours gauchiste crée l'enfer sur terre en vendant la vertu, la justice, l'égalité. Parce qu'en réalité, il produit tout l'inverse. Pour interdire la mise en place du contrat première embauche, les gauchistes, et par gauchistes je désigne les partis politiques de gauche, les universités, les étudiants largement sensibles aux idéologies de gauche, vendent toujours la protection. C'est pour ça que la gauche séduit, parce que dans le discours de gauche, il y a toujours ce côté « nous on est les gentils, on vous protège, on vous protège ». Ce contrat est injuste, c'est pour faire profiter les patrons capitalistes. Le code du travail, c'est très bien le code du travail, il faut pas le changer. 3600 pages, 8000 articles de loi. Et alors, 8000 articles de loi, qu'est-ce qui te dérange? C'est très bien comme ça. On n'a pas de taf, mais on est protégé au moins. En France, on n'a pas de travail, mais au moins on est protégé. Ah ça, pour être protégé, on est protégé. On est protégé du travail. Ça, c'est clair. C'est pas demain la veille que tu auras du boulot. On a protégé les jeunes du travail. Résultat, ils traversent tous la frontière pour aller bosser en Suisse, au Luxembourg, les législations les plus flexibles d'Europe. Le même discours pour la réforme des retraites. Les gauchistes n'en veulent pas. Ils crient non à la réforme des retraites. Mais on fait comment? On a de plus en plus de vieux, ok, bravo, c'est très bien, ça veut dire qu'on vit plus longtemps, ça veut dire que les vieux sont bien soignés, etc. Mais en même temps, on fait plus d'enfants, ça se passe comment? La retraite par répartition est un Ponzi. Si on vivait dans une législation normale, ça serait illégal. Les systèmes Ponzi sont illégaux parce qu'ils ne reposent pas sur la vraie économie. C'est simplement financer le train de vie des premiers entrants dans la pyramide par les nouveaux entrants. C'est pour ça que les Ponzi sont illégaux. La retraite est un système de Ponzi légal. Et c'est une arnaque qui a fonctionné tant que les nouveaux entrants étaient plus nombreux. La retraite à la française, c'est pas mieux que ce que faisait Bernard Madoff. Et vous pouvez sortir manifester autant que vous voudrez, c'est une question de temps, ce système va s'effondrer. Quand il y aura 1,5 travailleurs, voire un travailleur pour un retraité, vous m'expliquerez comment on fera. Le gars donnera la moitié de son salaire pour faire vivre un vieux, comment ça se passe? Et en réalité, il n'y a qu'une seule solution. Même retarder l'âge de départ n'est pas une solution. Il n'y en a qu'une seule, c'est la retraite par capitalisation. Faire contribuer la finance, faire contribuer Wall Street à nos retraites. Et c'est exactement ce qu'a fait la Suisse. La Suisse a l'un des meilleurs systèmes de retraite au monde parce qu'il est basé sur 3 piliers et en réalité c'est un très bon mix entre la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Les Suisses ont 3 piliers. Ils ont un premier pilier qui est une retraite par répartition, une base minimale qui n'est pas suffisante pour vivre, mais qui existe. Ils ont un deuxième pilier qui est une partie par capitalisation obligatoire qui fait contribuer les employeurs. Et ils ont un troisième pilier qui est une espèce de retraite volontaire.
Ce troisième pilier, tu contribues comme tu veux, tu fais ce que tu veux, et ça te permet d'augmenter encore ta retraite. Et voilà comment on peut partir à la retraite avec 5 000, 6 000, même 10 000 euros par mois si tu as envie, en fonction de ce que tu as cotisé sur ton deuxième et troisième pilier. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens critiquent la retraite par capitalisation comme si c'était le diable. Les plus grandes nations de la planète vivent de cette retraite. Les Américains retraités en Floride, en Californie, vivent de la retraite par capitalisation. Au Royaume-Uni, la retraite est par capitalisation. Aux Pays-Bas, en Australie, au Chili, le Chili qui est peut-être le pays le plus développé d'Amérique latine et le plus prospère aujourd'hui, grâce à ses politiques libérales. Le Chili a une retraite par capitalisation. Et à l'opposé, tous les pays éclatés au sol, les pays qui vivotent, qui galèrent, qui ont un système de retraite vieillissant, pour ne pas dire mourant, ont une retraite ou un système de retraite par répartition. La France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, tous les pays du sud de l'Europe qui galèrent ont ce système de retraite. Un système de retraite qui te met à la merci de l'État. Quand les Grecs ont vécu leur crise économique, les retraites ont été coupées, divisées par 2, par 3. Certains Grecs n'ont pas touché leur retraite, parce que l'État grec était au bord de la faillite. Les Grecs qui avaient investi en bourse, qui avaient mis leur argent sur Apple, Amazon, Microsoft, qui avaient des fonds de pension et de l'argent placé aux États-Unis, n'ont pas vécu ce désastre. Ils ne dépendaient pas de l'État grec. Et je préfère 1 million de fois dépendre de l'Amérique et des grandes entreprises du capitalisme que d'un État, qu'il soit français, grec, espagnol, italien, portugais, peu importe. J'ai 1 million de fois plus confiance dans les grandes entreprises du capitalisme que dans un État communiste mourant. Et l'un des grands paradoxes des politiques économiques et sociales inspirées par la gauche, c'est qu'elles prétendent défendre les plus faibles, lutter contre les inégalités, promouvoir une justice sociale, mais dans les faits, les politiques de gauche aboutissent systématiquement à l'état inverse. Les politiques de gauche aggravent la pauvreté, détruisent la croissance, enferment les populations dans la dépendance à un état obèse. Là où la gauche passe, l'herbe ne pousse plus. Thomas Sowell a largement étudié ce phénomène et il a dénoncé les conséquences involontaires des politiques de gauche. Important de dire involontaire parce que je ne pense pas que la gauche, ou du moins dans la grande majorité, je ne pense pas que la gauche ou les gauchistes aient une volonté de nuire. Ils nuisent par incompétence. Ils défendent un contrat du travail solide, rigide, très protecteur pour les salariés, en pensant que c'est bien. Mais comme ils n'ont aucune notion économique, comme ils n'ont aucune notion de l'économie libérale et de la façon dont elle fonctionne, ils créent quoi à côté? Ils créent le chômage. Tous les pays où les contrats du travail sont rigides connaissent un chômage massif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gauchiste est nuisible par ignorance. L'ignorance tue, et ça, il faut le comprendre. Je suis convaincu qu'il y a plein de gauchistes, quand ils disent « moi je suis pour l'égalité, je suis pour l'humanisme, je suis pour qu'on vive tous ensemble sur une planète, on partage les richesses, on partage tout, on partage l'amour, on partage les fleurs », je suis convaincu que le gauchiste, il y croit à fond à ce truc. T'en as, ils sont à fond dans ce délire. Je suis convaincu que quand un gauchiste dit « moi je suis pour le partage des ressources, pour l'humanisme, pour l'ouverture des frontières, moi je veux qu'on vive tous ensemble, qu'on se fasse des bisous, qu'on se trifouille le fion », je suis convaincu qu'il y croit. Il y croit vraiment. Et en réalité, le gauchiste nuit par incompétence. Il nuit par incompétence. Il nuit parce qu'il ne sait pas. C'est comme un chirurgien incompétent. Il y en a beaucoup, malheureusement, des médecins, des chirurgiens, qui ont causé des drames, mais pas volontairement. Ils n'avaient pas volonté de tuer son patient. C'est juste un chirurgien incompétent. Et il n'était pas suffisamment formé, et il ne savait pas ce qu'il faisait. Et voilà comment le patient est resté sur la table.
Il devait faire une opération à cœur ouvert, il devait faire un double pontage, un triple pontage. Il était convaincu de faire le bien, il s'est lavé les mains, il s'est préparé, il avait tous ses ustensiles, le bistouri, machin. Il plante le patient reste sur la table. Par pure incompétence. Parce que le diagnostic n'a pas été bon. Parce que le patient était trop vieux et qu'il ne fallait pas l'opérer. Parfois, ne rien faire, c'est mieux aussi. J'ai un membre de ma famille qui est chirurgien cardiaque et il me dit « Moi, quand je reçois des patients de 75-80 ans qui veulent se faire opérer, je les renvoie à la maison. » Il n'y a aucun intérêt de faire une opération à cœur ouvert à cet âge. Parce que les risques sont tellement élevés pour qu'ils restent sur le billard qu'il n'y a aucun intérêt de le faire. Par contre, tu as des chirurgiens qui acceptent de le faire. Tu as un patient, il arrive, 75, 78 ans, oui, pas de problème, on va vous ouvrir, on vous fait l'opération. La majorité de ces patients, ils restent sur la table. Tu as 78 ans, il te reste peut-être 3, 4, 5 ans à vivre, vis les années qui te restent à vivre. Si on t'opère, il y a des chances que tu crèves aujourd'hui. Entre vivre 3, 4, 5 ans supplémentaires et mourir aujourd'hui, prends les 5 ans, c'est mieux que rien. Donc ça, c'est important à comprendre. Le gauchiste nuit souvent par incompétence. Ils enferment les populations dans la pauvreté et la misère par incompétence. Et Thomas Sowell a largement étudié les conséquences involontaires des politiques de gauche. Il montre que lorsque l'État intervient trop, par exemple, il finit par freiner la mobilité sociale, décourager l'initiative individuelle, détruire la prospérité des nations. Exemple. Et ce qui est bien avec Sowell, c'est qu'il y a un tas d'exemples dans son livre Basic Economics. Et si vraiment vous voulez apprendre quelque chose sur l'économie réelle, achetez son livre. Il existe en anglais, en français. Procurez-vous son livre. Basic Economics en anglais, Économie basique en français. Il est disponible sur Amazon. C'est un pavé, c'est un livre conséquent à lire, mais ça se lit facilement. Il y a énormément d'exemples de vulgarisation et surtout des exemples concrets. Thomas Sowell parle des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, de la France. Il y a des exemples concrets de pays dans tout l'ouvrage. Et Sowell démonte les arguments de l'économie socialiste un par un. Exemple. La gauche promeut l'idée de la redistribution massive des richesses. Ça, c'est la base de la gauche. Et pour les idéologues de gauche, c'est la clé pour réduire la pauvreté et corriger les injustices sociales. En gros, partager, redistribuer, c'est la clé de la réussite. Mais Sowell démontre quelque chose d'élémentaire qui échappe à beaucoup de gauchistes. La richesse ne se redistribue pas, elle se crée. La richesse, ce n'est pas un gâteau qu'on se partage, c'est le gâteau qui grossit, c'est le gâteau qui devient plus grand. Vous en voulez la preuve? Voici la preuve. Dans les années 50, la population mondiale était d'environ 2,5 milliards d'habitants. Et pourtant, 60% de la planète était sous-alimentée. 60% des habitants de la planète étaient sous-alimentés, notamment la Chine, qui vivait sa grande famine. Donc sur les 2,5 milliards d'habitants, on avait 1,5 milliard qui crevaient la dalle, qui étaient sous-alimentés, qui ne mangeaient pas suffisamment. Aujourd'hui, on a une population qui frôle les 8 milliards d'habitants. Vous savez quel est le taux des habitants sous-alimentés ou qui vivent la malnutrition? 9%, soit 733 millions de personnes. On a plus de monde, on a quasiment triplé la population mondiale et on a moins de gens affamés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Malthusiens nous disaient que la croissance était impossible, qu'à un moment il y aurait trop d'habitants sur Terre et qu'il n'y aurait pas assez de ressources. Il s'est passé un truc assez bizarre. On a explosé la population et on a explosé aussi les richesses. Et on a explosé les denrées alimentaires disponibles et aujourd'hui, quasiment plus personne ne meurt de faim. Jusque dans les années 90, on avait encore des désastres alimentaires en Somalie, en Éthiopie, on avait des famines un peu partout dans le monde. La famine n'existe quasiment plus à part de rares exceptions. On a triplé la population mondiale, réduit la famine. D'où est venue cette richesse? On l'a créée. On l'a créé. La richesse, c'est pas un gâteau fixe qu'on se partage. La richesse se crée. À tous les jeunes qui m'écoutent, à qui on a bourré le crâne avec ces notions
de richesse limitée, de croissance limitée. On a un gâteau qu'on se divise, il faut le diviser à parts égales. On avait un gâteau dans les années 50. On était 2,5 milliards à se partager ce gâteau. Il y avait 60% de sous-alimentés. 1,5 milliard de personnes qui crevaient la dalle. On a triplé la population. On est 8 milliards. Et quasiment tout le monde mange à sa faim. D'où est venue cette nourriture magique? D'où est venue cette richesse magique? On l'a créée. Ça s'appelle l'innovation, le génie humain, la productivité, les gains de productivité. Et voilà en résumé ce que provoque le gauchisme et pourquoi il est dangereux pour les nations. Tout d'abord, on a la redistribution excessive, qui crée un fardeau fiscal excessif et qui décourage le travail. Si créer une entreprise signifie être asphyxié par les impôts, personne ne le fera. La France est un excellent exemple. On a l'un des systèmes fiscaux les plus lourds d'Europe. Résultat, la fuite des cerveaux, des investissements et le chômage structurel qui dure depuis les années 80. Autre mythe des gauchistes, le salaire minimum. L'idée des gauchistes est de dire que personne ne devrait travailler en dessous d'un certain salaire. Résultat, et ça c'est une analyse que fait Thomas Sowell, plus le salaire minimum est élevé, plus il y a de chômage. Parce que ce que fait ce salaire minimum élevé, c'est qu'il décourage l'embauche et il encourage les entreprises à trouver d'autres moyens, notamment le recours aux machines pour augmenter leur niveau de productivité sans dépenser des fortunes en salariés. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il exclut les travailleurs les moins qualifiés. C'est eux qui sont pénalisés, et bien sûr aussi les plus jeunes. Parce que comme je le disais, le plus important, c'est le premier boulot. Essayez d'obtenir votre premier boulot par tous les moyens, même s'il n'est pas très bien payé, même si ce n'est pas les meilleures conditions. Prenez-le. Une fois que vous aurez un CV, une expérience, vous pourrez monter vos exigences, demander plus, chercher plus, changer d'employeur. Mais quand vous n'avez aucune expérience, vous ne pouvez pas être exigeant. Et un autre exemple concret de cette absurdité, en France, on a un SMIC, on a une protection des salariés, on a un salaire minimum, mais on a entre 20 et 25% de chômage chez les jeunes. Et on a aussi un SMIC relativement bas, un salaire minimum relativement bas. En Suisse, il n'y a pas de salaire minimum. Il n'y a que des salaires fixés par les conventions collectives, par les employeurs. Mais il n'y a pas de salaire minimum national. Résultat, il y a entre 3 et 4% de chômage en Suisse et le salaire minimum frôle l'équivalent des 4 000 €. Il n'y a pas de salaire minimum fixé par l'État et pourtant, le salaire minimum suisse est autour des 4 000 francs suisses. Et en réalité, ce qui fixe réellement le salaire, c'est l'offre et la demande. Ça ne sert à rien de fixer un salaire minimum. C'est l'offre et la demande. Lorsqu'il y a du travail, les salaires montent. Autre chose, le socialisme économique détruit les classes populaires. La gauche prétend défendre les ouvriers et les classes moyennes. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'elle les appauvrit. Ceux qui sont le plus taxés, c'est les classes moyennes. Le riche y trouvera toujours un moyen d'échapper à la taxation. Le riche y trouvera toujours un moyen d'optimiser sa fiscalité. Ceux qui se font matraquer en réalité par l'imposition, c'est les classes moyennes, c'est pas les riches, c'est jamais les riches. Ce que fait le socialisme économique, c'est qu'il encourage la délocalisation, la fuite des cerveaux, et il détruit les classes moyennes en les taxant. Voilà ce qu'il fait. Thomas Sowell nous dit aussi que le socialisme crée un nivellement par le bas. Il explique que la recherche de l'égalité absolue est un fantasme, et un fantasme destructeur. Tous les systèmes qui ont tenté l'égalité forcée se sont effondrés. URSS, Venezuela, Cuba, à chaque fois qu'on a voulu forcer l'égalité entre les hommes, les sociétés se sont effondrées. On n'est pas égaux et c'est la vie, c'est comme ça. Pour entrer dans une équipe de basket, il faut faire 2,05 m, 2,10 m. Qu'est-ce qui se passerait si, sous couvert d'égalité, on commençait à faire rentrer des quotas avec des gars d'1,60 m, 65, 70 dans une équipe de basket? Il se passerait quoi? Que deviendrait le basket?
Et c'est intéressant parce que sur les questions du physique, les gens comprennent la logique. Tout le monde va dire, oui, effectivement, pour être basketteur, il y a une taille requise. Et forcément, si tu es plus petit, ben, va faire autre chose. Il y a plein d'autres sports où ces tailles extrêmes ne sont pas requises. Mais bizarrement, dès qu'il s'agit d'économie, dès qu'il s'agit de compétition dans d'autres domaines, dès qu'il s'agit de QI, d'intelligence, les gens ne comprennent pas cette différence. Ils veulent l'égalité. La réalité du monde, c'est que non. T'as des gens qui carburent avec des quotients intellectuels de 120, 125, 130. T'as des gens qui règlent en 3 minutes un problème qui prend à d'autres 1 heure à régler. C'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas tous égaux. On a tous des avantages compétitifs et il faut en réalité prendre cet avantage compétitif et en tirer le meilleur. Si t'es intelligent, fais des maths, de l'informatique. Si t'es grand, fais du basket. Si t'es petit, deviens jockey, fais de l'équitation. Chacun se démerde avec ses avantages compétitifs. Et la diversité des humains, c'est aussi ça qui fait notre force. On est riche et complémentaire dans l'ensemble. On n'est pas égaux. Faire entrer des quotas de gens qui ne savent pas réfléchir, qui n'ont pas le quotient intellectuel requis dans des facultés de mathématiques, n'améliorera pas la situation de la société. Faire entrer des quotas de femmes dans des disciplines où elles ne veulent pas aller n'améliorera pas la situation de la société. Il n'y a jamais eu aussi peu de femmes dans les facultés d'ingénieurs que depuis qu'on les force à y aller. La Suède, qui est l'un des pays les plus ouverts, les plus démocratiques au monde, n'a que 20% de femmes dans les facultés d'ingénierie. Pourtant, la femme suédoise est l'une des femmes les plus libres au monde. Il n'y a rien qui empêche, ou même qui force, la femme suédoise d'aller dans un domaine. Pourtant, naturellement, la femme suédoise ne va pas vers les études d'ingénieur. Ça ne l'intéresse pas. C'est une tendance naturellement masculine. Les maths, la physique, les études d'ingénieur, c'est une tendance naturellement masculine, que ça vous plaise ou pas. Et imposer des quotas ne changera absolument rien à la situation. Dans un siècle, les facultés d'informatique, de mathématiques, de physique seront encore pleines à craquer d'hommes. Les femmes n'y vont pas et n'iront pas parce que ça ne les intéresse pas. Et le pire de la gauche, et c'est avec cet argument qu'on va clore ce podcast, c'est l'argument du peuple victime et de la victimisation. L'un des arguments les plus puissants de Sowell est que la gauche enferme les individus dans un état d'esprit de victime éternelle. Mais le problème est le suivant. Si tout est la faute du système, l'individu dans tout cela, il fait quoi? Il est quoi? Si tout se fait par le système, pour le système, l'individu n'a plus aucune responsabilité, il n'a plus aucun pouvoir sur son destin. Et ce qui se passe en réalité, c'est que ça crée des frustrés. Les sociétés socialistes créent des frustrés. Et qui plus est, des frustrés pauvres. Un autre thème que connaît très bien Thomas Sowell, aux États-Unis, les politiques progressistes ont créé des ghettos de pauvreté, en convainquant les minorités que leur échec était dû au racisme structurel. Plutôt que de promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat, la réussite individuelle, le travail, on a commencé à dire aux Afro-Américains, si vous êtes dans cette situation, c'est à cause des racistes, c'est à cause des Blancs, c'est les méchants qui vous ont maintenus comme ça dans la pauvreté. On a fait des Afro-Américains des victimes. Et en ce sens, Obama a été une plaie pour l'Amérique, parce que Obama a joué cette carte victimaire. Il a renvoyé les Afro-Américains à leurs conditions éternelles de victimes, au lieu de les traiter d'égal à égal, au lieu de leur dire « votre passeport est le même que celui d'un Américain blanc, asiatique, peu importe. Vos droits sont les mêmes. La même constitution s'applique à l'un et à l'autre. Lève-toi et marche. Arrête de pleurer. Lève-toi et marche. » Les politiques de victimisation créent des ghettos. Et ça crée des gens qui se complaisent dans leur médiocrité. T'as des gens qui envoient des CV et on leur répond pas. Et ils vont tout de suite crier au racisme. « Ah, on m'a pas embauché
parce que c'était raciste, parce que mon prénom, parce que ma couleur de peau, parce que... Tu ne t'es pas dit qu'ils t'ont pas embauché parce qu'il n'y a pas de travail, parce que tu n'as peut-être pas le niveau, parce qu'il y a un chômage structurel de 20-25% chez les jeunes, et que quelle que soit ta couleur de peau, ben, c'est un problème national, que vivent les blancs, les bruns, les noirs, peu importe, de manière égale. Tu t'es pas posé la question une seconde d'améliorer ton niveau, d'améliorer ta formation, d'améliorer ta compétence au lieu de pleurnicher? Avant de crier au racisme, t'as pas regardé ton CV en te disant qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pourrait faire que dans cette compétition, j'arrive à me distinguer, à me séparer des autres, à devenir meilleur? Et c'est ça le drame de la gauche, c'est que au lieu de pousser les personnes vers l'excellence, au lieu de les élever, ça crée un nivellement vers le bas. Ça crée une espèce de pleurniche généralisée où les gens n'ont plus envie d'essayer. Et de toute façon, si tu essayes, au moment où tu réussis, on va te massacrer d'impôts, on va t'éclater. C'est dur de réussir, mais même lorsque tu auras réussi, t'inquiète pas. On t'attend au tournant pour qu'une fois qu'on t'a bien taxé, tu deviennes comme tous les autres. Une fois qu'on t'a défoncé la gueule avec les impôts, ton enrichissement ne sert plus à rien, parce que tu auras tout perdu. Pile tu perds, face tu perds. C'est ça la gauche. Pile tu perds, face tu perds. Tu galères pour réussir, parce que le socialisme sclérose le système, et une fois que tu as réussi dans cette société socialiste, on te défonce ta gueule. Le moindre centime que tu as gagné sera taxé, pour que tu redeviennes comme tous les autres. Pile tu perds, face tu perds. Morale de l'histoire, le gauchisme est une machine à fabriquer de la pauvreté, et le gauchiste un pyromane qui brûle votre maison, mais c'est pour votre bien. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.